Écoutez, merci à tous, merci d'être là, merci aux organisateurs. Je suis ravie de partager avec vous un thème de recherche un petit peu atypique qui s'inscrit dans le cadre de l'archéologie préventive. Donc moi, je suis archéoanthropologue à l'INRAP. Donc l'INRAP, sans doute vous connaissez, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Donc nous sommes un institut placé sous une double tutelle, ministère de la Recherche, ministère de la Culture. Et on intervient en amont de tous les types d'aménagement du territoire. TGV, une ZAC, un parking centre-ville, etc. On intervient via des diagnostics, parfois suivis de fouilles archéologiques, pour préserver les vestiges enfouis sans contrecarrer la vie qui va dans une société où on construit et où les groupes humains se succèdent. Alors, au sein de l'INRAP, il y a plein de disciplines différentes. Moi, je suis archéoanthropologue, donc mon contexte de travail, c'est les nécropoles, les cimetières et les squelettes. Certains autres sont céramologues, palynologues, etc. On a beaucoup de disciplines au sein de l'INRAP. Et je vais vous parler d'une recherche très particulière que je conduis au sein de cet institut. Quand on est archéoanthropologue, on peut choisir de s'intéresser à une période. J'ai des collègues qui travaillent sur l'Antiquité gallo-romaine, sur le néolithique, etc. Ou choisir une thématique transversale qui peut être adossée aux pratiques funéraires, aux pratiques cultuelles, aux pratiques culturelles. Et moi, je me suis saisie de ce sujet du handicap qui est un petit peu iconoclaste, je ne vous le cache pas. Quand je suis allée voir ma direction scientifique pour leur dire j'aimerais travailler sur la place des personnes handicapées dans le passé, c'était un petit peu dubitatif, il fallait que ce soit un vrai sujet. Je vais vous montrer que c'est un vrai sujet et un vrai thème de recherche. Et c'est un thème de recherche qui s'inscrit dans cette ère du temps d'une archéologie qu'on appelle sociétale. C'est une archéologie qui va se saisir du genre, des migrations, des conflits, des inégalités sociales. Donc des sujets qui font résonance avec nos propres interrogations, nos propres comportements à nous. Et c'est toujours intéressant d'avoir l'éclairage du passé pour regarder comment nous, en tant que société, pour mon domaine dite inclusive, on a considéré, accueilli ou pas la différence dans tous les groupes humains du passé. Comme souvent, un sujet de recherche, quand on est archéologue ou scientifique en règle générale, il naît d'une rencontre ou d'une interrogation. Moi, c'est très étonnant, c'est un athlète paralympique qui m'a dit « Ton métier, il est génial, il est amputé des deux jambes, il fait du rugby fauteuil », mais il m'a dit « Mais c'était comment pour les gens comme moi dans le temps ?» Vous savez, ce « avant » qui veut dire tout et rien, sauf que j'étais incapable de lui répondre parce que ça n'était pas un sujet. On avait tous, mes collègues et moi, fouillé, je vais dire abruptement, un bossu, un boiteux, un amputé. On allait voir notre médecin de famille, notre dentiste, en lui disant alors, c'était toujours sympathique de faire un diagnostic, mais on était dans le cas par cas, un peu en mode Guinness des records. Alors moi, dans les colloques, on se disait, moi j'ai le plus ancien cas de bossu, de polio, de boiteux. Ça n'allait pas plus loin, sauf que ça ne fait pas sens. Ce qui est intéressant, c'est de dézoomer et de se dire, effectivement, dans les contextes funéraires, à l'INRAP, on étudie à peu près 4000 squelettes par an, toutes périodes confondues. Donc on a de quoi avoir des corpus étudiables partout sur le territoire et quelle que soit la chronologie. Le seul bémol, c'est les populations qui incinèrent. Vous doutez bien qu'on a un rapport un peu lointain avec les esquilles osseuses, notamment quand on travaille sur les pathologies. Donc globalement, on arrive à documenter toutes les périodes et on peut répondre à la question d'un champion en lui disant je peux t'amener des renseignements au plus lointain de l'humanité. On va rentrer dans la profondeur du temps pour essayer de voir comment les sociétés, les petits groupes humains ou les villages, les paroisses, les clans, les tribus de chasseurs-cueilleurs accueillaient et considéraient ce que moi j'appelle les corps différents. Parce que handicap, ça veut strictement rien dire. Pour le passé, le mot handicap, c'est une étymologie très récente, c'est un anglicisme, c'est hand in cap, la main dans le chapeau. Et le handicap, vous connaissez dans le golf, c'est des handicaps qu'on pose aux champions pour essayer de réguler leur victoire et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui gagnent. Et en fait, ce sont les turfistes anglais à l'époque moderne qui se sont dit que c'était moyen que ce soit toujours les mêmes qui gagnent en termes de paris. C'était pas génial que ce soit les plus forts des jockeys qui gagnent. Et auquel cas, on faisait tirer à l'aveugle un poids
pour essayer de rééquilibrer les chances de chacun. Donc en fait, le handicap est une chance donnée au moins fort. Donc ça fait déjà réfléchir en termes d'étymologie, mais vous vous doutez bien que pour un Gaulois ou un moine cistercien, ça ne veut strictement rien dire. Et pour un anthropologue, pas grand-chose non plus. Donc s'agissant de corps, on s'est dit on va parler de corps différents, le mot différence prenant tout son sens ici, et vous verrez comment on a travaillé et réfléchi sur cette notion même de handicap telle qu'on peut l'appliquer aux communautés du passé. Alors, un anthropologue, c'est Bones, vous connaissez tous, la collègue des séries télévisées, avec des labos un petit peu moins hollywoodiens quand on est à l'INRAP ou au CNRS, mais la démarche est la même. C'est-à-dire que si je prenais chacun de vos squelettes, alors évidemment, je n'aurais pas accès à ce qui fait vos particularités de cheveux, de coiffure, etc. Mais si je prenais votre squelette, je pourrais savoir votre sexe en regardant vos os de bassin. L'homme et la femme ont le même squelette, avec la seule différence que le squelette féminin, il est prédisposé à accueillir un enfant au cas où, ce qui n'est pas le cas du squelette masculin. Donc il y a des petits critères discriminants, lisibles sur les os du bassin qui nous permettent d'identifier et de différencier un homme d'une femme de façon biologique. Je pourrais savoir à quelques années près votre âge lors de votre décès, quelques années près, différentes méthodes, les méthodes autour des sutures crâniennes qui se ferment à mesure que l'on vieillit, des méthodes sur les os du bassin également. Donc on arrive à avoir un âge au décès pas hyper fiable, mais ce qui est intéressant, c'est dans un groupe de construire un profil démographique pour voir l'espérance de vie, la mortalité infantile, voir si on a des seniors ou pas du tout, s'il y a une mortalité, par exemple dans les populations guerrières, les hommes meurent autour de la quarantaine, etc. Donc l'âge au décès peut être assez fiable, et maintenant il y a les miracles de l'infiniment petit et de l'ADN. Je peux avoir accès à tout un tas de pathologies, évidemment, pour peu qu'elles aient laissé une lecture sur la matière osseuse. Donc les maladies congénitales, certaines, tous les accidents de vie traumatiques, évidemment, la varicelle, le rhume et les migraines, je n'y aurai pas accès. Donc c'est restrictif, sachant que maintenant, avec l'invisible et la paléogénétique, on peut pister tout un tas de pathogènes qui ne laissent pas de traces immédiatement sur le squelette. La peste, la syphilis, la lèpre, la maladie de Lyme, et j'en passe, et des meilleurs. Donc c'est infiniment petit et d'une aide extrêmement précieuse quand on a un questionnement sous-jacent, bien évidemment. On ne peut pas encore envoyer tous nos squelettes pour des coûts, c'est extrêmement onéreux, mais ça ne le sera plus dans les années, à mesure que les années vont s'écouler et que les méthodes vont se démocratiser. Donc à un type de questionnement archéologique, on peut répondre avec de la paléogénétique et avec les isotopes. Alors, les isotopes, sans doute, vous ne savez pas ce que c'est, sauf que vous avez tous en mémoire le tableau des éléments périodiques. Et moi, j'aime beaucoup l'un d'entre eux qui s'appelle le strontium. Et le strontium, c'est un isotope qui a une valeur incroyable parce qu'il nous permet de savoir où un individu sur lequel je travaille a grandi. Quand on travaille avec des géologues, tous les cours d'eau ont une signature géologique. Et un individu qui a grandi à côté d'un cours d'eau, dans ses dents, la signature géologique du cours d'eau va être lisible. Alors vous doutez bien que ce n'est pas mon travail à moi. Mon travail, comme le travail de tous les scientifiques, ce n'est pas une course en solitaire, c'est toujours du collectif. Et si par exemple j'ai un squelette, moi je travaille beaucoup en Seine-et-Marne, un peu atypique, avec un mobilier funéraire pas très local, je peux poser la question, envoyer une dent à un spécialiste du strontium qui va me dire « Ton individu a passé les 5 premières années de sa vie en Bavière, en Suède, dans le sud de l'Angleterre, etc. » C'est absolument fabuleux parce que ça permet de voir que l'homme a toujours bougé, que ça soit un itinéraire singulier, quelqu'un qui part, un pèlerin, un marchand, ou ce qu'on a longtemps appelé les migrations, les grands mouvements de population. On s'aperçoit que toujours l'homme a bougé partout, tout le temps, et de façon violente ou pas, il a cherché à s'installer ailleurs que là où il était né. Donc c'est assez magique d'avoir des réponses à des questionnements autres que par la culture matérielle, en questionnant des sciences qui viennent étoffer nos interrogations archéologiques.
On a sur le squelette aussi la lecture des carences alimentaires. Vous vous rappelez, quand on a une période de croissance, quand on est enfant, ça fait très mal, c'est l'os qui grandit forcément. Et quand on est sous-alimenté, voire pas alimenté du tout, l'os ne grandit pas, il stagne. Le temps d'une famine, d'un hiver difficile. Alors un hiver difficile, ça peut aller. Si on cumule les hivers difficiles, si je passe des os en radiologie, je vais voir des arrêts de croissance, c'est-à-dire des traces un petit peu plus opaques. Ça veut dire que l'os n'a pas grandi, ne s'est pas étiré. Et donc on peut se dire que des enfants, enfin des adultes, ont eu des enfances compliquées, et tout ça en contextualisant. Dans les villes au XIVe siècle, quand la peste sévissait, nos squelettes adultes, indépendamment de Yersinia pestis, ils ont des parcours un peu complexes. Donc évidemment, on croise tout cela pour réaliser des profils sanitaires. Au-delà de la génétique qui maintenant nous ouvre des horizons incroyables, on a aussi sur notre squelette des petits picots, des petits trous, ce qu'on appelle des caractères discrets, présents ou absents, au sens mathématique du terme, qui peuvent être transmissibles. Un petit picot un petit trou sur le sternum, un petit picot sur tel type d'os. Alors évidemment, quand dans un cimetière préhistorique où on ne sait pas comment les gens fonctionnaient, quelles étaient les structures de société, comment on enterrait, retrouver dans un coin 3-4 squelettes avec les mêmes, on se dit, tiens, le lien familial était celui qui regroupait dans le funéraire les choix d'inhumation. Alors c'est des petits renseignements. Évidemment, quand on fouille dans une paroisse chrétienne en ville adossée à une église, on sait comment fonctionne le christianisme, même si il y a des préconisations liturgiques, etc. Mais l'homme n'a eu de cesse de s'affranchir de ces préconisations. Et ça, c'est assez jubilatoire de voir qui participe du personnel, du familial, du conjugal, du maternel et de ce qui est liturgique. Il y a des gestes qui sont au-delà de la religion et qui participent de ce qu'une famille fait pour enterrer un enfant, un mari, un grand-père, etc. Donc voilà, ça c'est la partie biologique du métier d'anthropologue. Et il y a une composante culturelle. Vous imaginez bien que si vous êtes un guerrier gaulois, un moine cistercien ou bien un néandertalien, vous n'allez pas avoir les mêmes rituels d'inhumation ou d'incinération, d'ensevelissement ou pas. Tout va être lié à vos croyances. Vous allez être orienté dans un sens, dans un autre. Votre corps va être sur le dos, sur le côté, en position fétale, rarement sur le ventre. Il y aura des objets posés, déposés, portés, des bijoux, pas de bijoux, un tumulus, une pyramide si vous êtes Toutankhamon, une humilité absolue si vous êtes un moine dans une abbaye. Donc toute cette composante culturelle, on la prend en compte dans ce métier pour essayer de travailler à la fois sur le biologique et le cultuel qui tutoie, en l'occurrence, le culturel. Et donc, après cette présentation sur le métier de l'archéoanthropologue, le lien avec cette nouvelle archéologie qui s'intéresse à la différence et à la vulnérabilité, qui s'avère être un angle extrêmement intéressant pour comprendre comment fonctionne une société. Dans une société, il n'y a pas que des religieux, des bâtisseurs, des éleveurs, des cultivateurs. Il y a plein de monde. Il y a nous tous et il y a la façon de se comporter face à quelqu'un qui va pas bien, quelle qu'en soit la raison. Alors, l'idée, on a inventé un petit peu une discipline, c'était d'essayer de voir dans le passé comment on pouvait décrypter avec nos grilles de lecture en archéoanthropologie, comment on sait, à partir d'une nécropole, essayer de recréer des vivants. Mon métier, c'est de prendre un squelette, d'en faire un défunt. Une sépulture, c'est un endroit de deuil, c'est un endroit de chagrin. Donc, tout fait sens. Les gestes, les objets, la façon dont est organisée la mise en scène de la sépulture. Donc, il ne faut jamais oublier ça. On en fait un défunt, pleuré par les siens. Et de ce défunt, on essaye de faire un vivant. Et donc, l'idée, avec toutes les nuances qui s'imposent, c'est de voir comment le monde des morts que j'étudie me permet de restituer le monde des vivants en travaillant sur le statut social du défunt et de sa vulnérabilité telle qu'elle peut être mise en scène dans sa tombe et dans la lecture de son squelette et de ses pathologies. Mais pour ça, avant de se lancer dans cette grande aventure, il fallait qu'on s'interroge sur la pertinence de cette recherche, que ça ne soit pas une lubie de chercheurs. Est-ce que ça a du sens pour les communautés du passé?
vous devez tous vous dire, avoir 2-3 idées sur ce qui devait se passer avant, mais est-ce que c'est une vraie recherche porteuse de sens? Et donc, nous allons faire un rappel historique rapide, on va voyager à travers le monde pour voir si, de façon iconographique, de façon anthropologique, dans les textes, dans les structures d'habitat ou autres, religieuses, on a proposé des représentations, des lectures, des portraits de personnes, alors il serait de bon ton et politiquement correct de dire en situation de handicap, ou voilà. Alors, je vais dire des mots comme nain et comme moignon, ce sont des mots, ils existent. Quand on utilise des acronymes ou des périphrases, c'est qu'on n'est pas à l'aise avec les choses dont on parle. J'ai fait une conférence un jour devant l'Assemblée des personnes de petite taille, vous allez voir, et j'ai prononcé le mot nain. Il me semble incongru de dire une personne de petite taille égyptienne ou carolingienne, ça n'a pas de sens. Donc le mot existe. La présidente de l'association m'a dit, le mot ne nous gêne pas. Un nain carolingien, on prend. Le lancer de nain, on n'aime pas. Donc les mots existent, la sémantique existe, et c'est l'intention qui est toujours sous-jacente, qu'il faut manier avec précaution. Alors, au fil de l'histoire, on va filer en Égypte. 2 cas. À gauche, vous avez tout de suite, maintenant qu'on va parler de corps différents, vous voyez une stèle funéraire avec un nain qui s'appelle Sénèbe, qui figure sur sa stèle funéraire avec son épouse qui est prêtresse d'Hathor et ses enfants, et leurs enfants. Classique, une famille. Dans l'Égypte pharaonique, les personnes différentes sont totalement accueillies. Une réserve pour leur accession au métier du sacerdoce. Et certains même ont des rôles prédéterminés en fonction de leurs différences. Les nains sont danseurs, musiciens, ou s'occupent de la garde-robe de Pharaon. Mais leur place est réelle dans la société. Ils ont des familles. L'inclusion, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme pour l'Égypte, est totale, à tel point qu'ils sont représentés sur leur stèle funéraire, comme celle à droite, où vous voyez un autre défunt, représenté en pied, avec son épouse, vraisemblablement un marchand, on distingue probablement une échoppe derrière, et vous voyez qu'il a le membre inférieur droit atrophié, il marche sur la pointe des pieds et il est aidé d'un bâton pour déambuler, probablement une polio. Ce que je fais là, ça s'appelle de l'iconodiagnostic. Alors c'est à prendre avec précaution, c'est-à-dire plaquer un diagnostic sur une image. Alors, être anthropologue n'y suffit pas. Pour ce faire, on travaille avec des paléopathologues, c'est-à-dire souvent des médecins légistes qui se spécialisent dans cette discipline et qui nous aident aussi bien sur les squelettes que sur l'iconographie à poser ce qu'on appelle un diagnostic rétrospectif. Les patients ne nous disent pas « j'ai mal là » ou « il y a ça qui ne va pas ». C'est nous qui plaquons des diagnostics sur des images. Là, en l'occurrence, le diagnostic de polio semble recevable. Et vous imaginez bien que ce sont 2 exemples parmi tant d'autres. Il n'y a pas des quotas de représentation de personnes en situation de handicap dans l'Égypte pharaonique. Les défunts sont représentés tels qu'ils étaient par le sculpteur, le peintre, peu importe. C'est-à-dire qu'on ne dissimule pas, on fait du figuratif, quelle que soit la différence montrée sur des stèles funéraires en l'occurrence. Quand vous irez en croisière sur le Nil ou visitez le nouveau musée du Caire, dans les temples, vous verrez la prolifération de personnages bossus, boiteux, avec des becs de lièvre, avec des problèmes de peau, des nains. Ils sont là dans la société au même titre que les autres. Mais encore faut-il vouloir les regarder dans la cohorte de personnages représentés notamment dans les tombeaux du côté de Luxor. On file en Amérique du Sud, Nazca, les pistes, vous voyez. On est chez les Mochica, le long de la côte littorale. Les Mochica, ils vivent globalement à notre haut Moyen-Âge à nous, entre Clovis et Charlemagne, à peu près. Entre le 7e et le 10e siècle. Ils ne connaissent pas l'écriture, ils ne connaissent pas la roue, ce sont des pêcheurs, des éleveurs, et on les connaît bien parce qu'ils nous ont laissé de très nombreuses tombes et des temples avec des fresques où ils nous racontent leur vie, leur panthéon, leur rapport aux ancêtres et aux dieux. Et ce sont des céramistes remarquables. Si vous voulez voir des céramiques Mochica, vous allez au musée du Quai Branly.
Et heureusement pour les archéologues et les anthropologues, moi j'aime beaucoup les squelettes, mais quand il y a des objets avec, c'est bien aussi parce que ça dit des choses. Dans les tombes, il y a parfois des dizaines de céramiques, notamment avec des personnages figurés, des céramiques anthropomorphes, des dieux, des ancêtres, peu importe. Et de très nombreuses céramiques représentent des personnages, comme vous le voyez ici, avec une amputation. Et ce petit personnage engaine sur son moignon une espèce de petit bol en céramique, une petite prothèse qui protège probablement le moignon, peut-être qu'il aide à marcher. Et là aussi, il n'est pas là au titre du quota des personnes handicapées, c'est vraisemblablement un mort parmi les autres. Les mochika représentent de très très nombreuses différences, et sur les murs de leur temple, on comprend que celui qui est différent, de façon assez classique, fait le lien entre les morts, les dieux et les vivants. C'est un intercesseur. Parce que quand on est différent dans une famille mochika, joie et bonheur. Je vous laisse imaginer pour d'autres sociétés. Ça veut dire que c'est une plus-value. Quelle que soit la différence, c'est une plus-value. C'est pas une tannée. On va devoir s'occuper de quelqu'un qui est différent, qui va être une bouche à nourrir ou un boulet pour le corps social. Au contraire, ça veut dire que les dieux l'ont choisi pour avoir un rôle particulier au sein du groupe. Et on parle de chamanisme, c'est-à-dire que sa différence est une plus-value et pas une moins-value. C'est extrêmement intéressant. On a aussi, en préhistoire, en Europe, entre le 5e et le 8000 ans avant notre ère à peu près, des tombes estampillées comme étant des tombes de chamans, avec des tambours, des marionnettes, etc., qui sont tous atteints de pathologies lourdes. Comme si le fait de ne pas pouvoir galoper derrière les bisons, être agriculteur, etc., être un peu non autonome, faisait qu'on avait une prédisposition aux choses de l'esprit. On n'est pas loin de ça, de l'intercession et du chamanisme. Jeanne d'Arc ne devait pas être très au clair dans sa tête, et la Pythie à Delphes avait peut-être des soucis de schizophrénie en interprétant le discours des dieux. Il y a un lien très fort entre les maladies mentales, mais pas que, et l'intercession et le chamanisme sérieux tel qu'il est défini. Le chamanisme, c'est pas aller monter une yourte dans la Creuse et se parfumer aux huiles essentielles. C'est quelque chose qui est extrêmement inscrit dans les sociétés du passé, et on commence à travailler sur le lien avec le handicap tel que les mochikas semblent nous le suggérer. On va en Grèce, mais on va surtout au musée du Louvre. Vous savez, ces grandes galeries remplies de vases à figure rouge ou à figure noire. Et on a un tout petit vase, un petit skyphos qui est tout petit, il faut vraiment le chercher pour le trouver, qui représente une scène classique, une bacchanale. Un satyre, Dionysos, et des femmes ivres derrière. Et on a un satyre classique. Là aussi, il a un membre inférieur qui est entouré autour d'un bâton qui l'aide à déambuler. Il n'est pas là en tant que quota de personnes handicapées, il est là en tant que satyre. Et le peintre a évidemment choisi un proche, quelqu'un de son entourage qui lui a servi de modèle, et il l'a représenté tel qu'il était sans l'enjoliver, en ne changeant rien à sa physionomie et à sa différence, telle qu'elle était lisible par les membres du groupe. Et vous voyez, on commence à se dire que, indépendamment des squelettes, il y a beaucoup de représentation de ce qui va faire notre cœur de métier et de recherche. À gauche, vous avez une Bible. Vous savez, en haut des Bibles, la première lettre, elle est souvent, on appelle ça une lettrine, elle est décorée par des petites fleurs, des petits animaux, des petites choses un peu coquines. Parfois, les moines copistes savaient être un petit peu facétieux. Et là, vous voyez où je vais en venir, on a un petit personnage dont la posture est acrobatique. Il est en forme de R. Et comme vous êtes des latinistes distingués, vous voyez Ogamus derrière. Et Rogamus, c'est le début d'une prière, nous t'en prions, etc., nous t'en supplions, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est le petit personnage qui lui aussi est amputé, tibial, membre inférieur droit, et vous voyez qu'il est appareillé. Alors, il est appareillé de façon assez curieuse, parce que nous, aujourd'hui, quand on appareille quelqu'un avec une prothèse, on le met dans le droit fil de la verticalité, le moignon est verticalisé, tandis que là, le genou est replié, repose, on va dire, sur un pilon en bois. On devine un petit coussin pour amortir les chocs. Mais c'est extrêmement intéressant de voir comment on appareillait à cette époque-là, sachant que dans les tombes, on va parfois retrouver des prothèses. Ce qui m'intéresse, c'est le défunt,
mais aussi tous les appareillages compensatoires, des bidouillages parfois improbables que des artisans, des orfèvres ont su créer pour un seul individu. Il n'y a pas des catalogues de prothèses, de fauteuils roulants qui circulent au Moyen-Âge, mais les forgerons veulent appareiller, aider et compenser. Et à droite, vous avez une mosaïque, je vous ai montré des terres cuites, des bibles, etc., etc. Et on est dans les Pyrénées, à l'Escar, c'est une cathédrale, et derrière l'autel, il y a une mosaïque qui représente une scène de chasse, un petit peu profane, mais bon, on prend. Donc il y a des petits chasseurs partout, des animaux sauvages, et ce petit chasseur particulier qui m'intéresse forcément, maintenant vous pouvez faire le diagnostic, là aussi, on a une amputation, et on a un moignon qui est engainé dans une espèce de pilon en bois avec un arceau. Autre façon d'appareiller et de supporter le moignon et d'aider à la marche. Vous voyez, c'est un archer en action. Il bande son arc. Nous, quand on représente le handicap, c'est toujours un pictogramme figé, dépendant, on pousse le fauteuil roulant. Là, on a un archer qui galope. Et on est dans les Pyrénées. Vous voyez que son visage est sombre par rapport au reste de ses membres. C'est un mort. Double peine. Musulman et handicapé. Mais sur une mosaïque, dans un contexte chrétien de cathédrale. C'est tout. C'est quand même extrêmement intéressant de voir l'iconographie et les choix qui sont faits. Et forcément, les mendiants de Bruegel, au Louvre, milieu du XVIe siècle. Donc là, on a forcément affaire à des soldats qui reviennent de toutes ces guerres qui ont épuisé l'Europe à cette époque-là, Ambroise Paré, etc. Et on a l'expression de la mendicité urbaine et probablement de la folie. Les spécialistes de l'histoire de l'art nous disent que les queues de renard posées sur l'un des mendiants symbolisent la folie. Donc plus dans le terme de la différence. Et pour l'anthropologue que je suis, c'est vraiment la quintessence de ce sur quoi je travaille. On a une sélection par le sexe, il n'y a que des hommes, voilà. Il y a une sélection par le statut social, et pour le coup, on est dans le rang inférieur s'il en est, des mendiants, c'est-à-dire qui demandent l'obole aux passants. Et alors, en termes de handicap lourd, d'appareillage compensatoire, d'attelles, de patins, de petites béquilles, c'est improbable. On ne sait même pas quel nom on leur donne, si c'est des prothèses, des orthèses, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que au retour de toutes ces guerres où on a mutilé, on vient d'inventer la poudre, le canon, etc., on a mutilé à outrance, on a su s'occuper de ceux qui, avant de retourner dans leur territoire, dans leur campagne, pour ne plus être probablement agriculteurs, mais avec d'autres métiers, on a su prendre soin, réparer en amputant, et appareiller pour essayer de soulager au mieux du possible. C'est ce qui va donner les invalides quelques siècles plus tard. On regroupera aux invalides ceux qui revenaient par des mêmes guerres et qui affolaient les bonnes bourgeoises dans Paris pour les appareiller. On a des listes de dons de béquilles, de prothèses, etc. Leur donner un métier, tailleur, ils faisaient de la broderie, etc. Et on renvoyait tout le monde en Bretagne, dans le Languedoc, etc. Après ce passage aux invalides, les invalides qui ont toujours cette vocation à prendre en charge les militaires morts, abîmés en OPEX ou les rescapés d'attentats. On parle toujours des défunts, mais il y a beaucoup de personnes lourdement handicapées et dire que la République sonore, la France sonore, allait prendre en charge toujours aux invalides. Donc, au terme on pourrait y passer la soirée avec des voyages à travers le monde et à travers l'histoire. On commence à se dire que, effectivement, le corps différent, la personne différente, est dans les sociétés du passé et qu'on peut commencer à l'étudier. Alors, on va l'étudier, mais l'interrogation qu'on a, les sociétés du passé, si on réfléchit avec nos lectures, quelques cours de fac, etc., on a quelques comportements. Le premier qui vient à l'esprit, c'est qu'on s'est dit, on a éliminé, on a tous souvenir de Athènes, de Sparte, les enfants non conformes, quand ils naissaient et qu'il fallait que des corps beaux, je ne vous fais pas le mythe du Spartiate et de l'Athénien, et donc tous ces bébés dits non conformes, soit qu'on livrait aux bêtes sauvages, après le passage au Conseil des Anciens, soit qu'on disait Aristote,
précipitait dans un gouffre qui se trouve au sud du Péloponnèse, le gouffre des Apothèques, qui a été fouillé de fond en comble par des collègues grecs, et il n'y a pas l'ombre d'un ossement de nouveau-né. Donc, de là à dire qu'il faut se méfier des philosophes grecs, peut-être, ils ont beaucoup écrit, sans doute rêvaient-ils de sociétés idéales, mais en tout cas, l'eugénisme n'est pas un comportement systémique dans les cités grecques. On n'a pas éliminé, au seul prétexte de la différence, les nouveau-nés non conformes. Les nécropoles que fouillent nos collègues sont remplies d'enfants, d'adultes, avec toutes les pathologies invalidantes qu'on peut imaginer, ce qui ne veut pas dire que dans l'alcôve d'un accouchement entre une mère et une sage-femme avec un enfant un peu compliqué à élever, on n'est pas décidé de prendre des décisions définitives. Ça, c'est dans l'intimité du choix de deux femmes ou d'un médecin, d'un praticien et d'une maman. Mais en tout cas, il n'y a pas, en Grèce comme ailleurs, nulle part ailleurs, et même chez Néandertal, de société qui élimine au prétexte de la différence. Bien au contraire. La seule fois dans l'histoire où on a éliminé, c'est au siècle dernier, c'est les nazis, avec le programme Action T4, où on a en Allemagne éliminé près de 45 000 personnes. L'Allemagne actuelle a su faire résilience avec un mémorial extrêmement important. Ne jamais oublier que la bête immonde peut revenir. En France, on n'a pas fait la même chose. On a été plus sournois, on a laissé mourir de faim les personnes handicapées mentales dans leurs hospices ou dans leurs hôpitaux. Camille Claudel est morte comme ça. Ça s'appelle l'hécatombe des fous. Et pour vous dire qu'on est un petit peu mal à l'aise encore, parce que tout ça a été fait avec l'accord des préfets, des médecins, je ne juge pas, ce sont les faits historiques. Les archives ne sont pas encore ouvertes au travail des historiens, donc on travaille sur des estimations, et on est tellement encore mal à l'aise avec ça qu'il existe une toute petite mention sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro qui se rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas été très, très élégant envers les personnes handicapées mentales. Donc il y a un gros travail de résilience et d'histoire à faire sur ce qu'on a appelé l'hécatombe des fous. Mais ce n'est pas Néandertal et ce n'est pas au plus lointain de l'humanité qu'on a éliminé au prétexte de la différence. Alors on ne va pas parler forcément d'empathie, d'inclusion, mais la vie, elle est compliquée avant l'invention du vaccin. Un enfant sur 4 meurt à la naissance, un autre quart meurt au sevrage, et je ne vous parle pas après les accidents domestiques, les maladies infantiles, etc. Donc arriver à l'âge adulte, c'est du sport de haut niveau. Donc les petites vies un peu abîmées, eh ben on les prend, et chacun a sa place dans le groupe. On verra que ce n'est pas toujours rose, mais globalement, on fait avec les acquis, et on ne se lamente pas que sur ce qui manque ou fait défaut. Maintenant qu'on travaille depuis une quinzaine d'années sur ce sujet-là, on a des statistiques. Donc on peut commencer à dire que, ben voilà, au moins jusqu'au siècle des Lumières, alors il y a des hauts et des bas dans l'histoire, on verra après pour le siècle des Lumières, la différence est plutôt intégrée, c'est-à-dire qu'on ne cérébralise pas, on légifère pas, on n'exclut pas, et on ne s'interroge pas, on ne met pas dans des cases, ce qu'on fera un peu avec l'encyclopédie et autres. De la même manière, on s'est beaucoup moqué, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup exhibé, jusqu'à pas très longtemps, hein, les zoos humains, Fricks, les Funtman, la Vénus Hottentote, on en parle, empaillée, exposée au musée de l'Homme jusqu'en un petit peu avant les années 80, entre la guenon et la chimpanzé, après qu'elle ait été exhibée, triturée par les grands savants des Lumières, Cuvier et autres, cette femme d'Afrique du Sud qui était difforme au sens des canons de l'époque, qu'on a malmenée, là on contextualise, là toujours, et qui a été rendue à Johannesburg, à Mandela, quand il était président, et qui a eu des funérailles nationales. Donc l'humain, depuis les empereurs romains qui avaient des nains, les nains de cour, les Ménines, etc., ben on a beaucoup moqué. On a beaucoup raillé. Ce qui fait peur et ce qu'on ne connaît pas, on rit et on se moque. C'est un grand classique de l'humanité. Mais heureusement, on a soulagé et on a pris en charge, souvent sous le biais des religions, on a parlé un petit peu avec l'Égypte, mais évidemment,
les 3 religions du livre, je veux dire, globalement, ont toujours su prendre en charge les infirmis, les vulnérables, etc., etc. Dans ce grand package, il y a tout le monde, les filles mères, tous ceux qui sont en situation de grande vulnérabilité. Avoir un matricule, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Ben, ça vient de la matricula dans les abbayes du Moyen-Âge, qui était l'endroit où les moines distribuaient des pains à manger à ceux qui ne pouvaient se nourrir et qui avaient un numéro, donnaient leur numéro et avaient droit à un pain pour se nourrir. Je vous ai mis une photo au milieu de quelque chose de très particulier, parce que on va peu parler de handicap mental ou cognitif, parce que forcément ça n'a pas de lecture ostéologique, mais on peut l'appréhender autrement. Vous avez une cour intérieure paisible avec une fontaine. C'est un hôpital psychiatrique qui a été fouillé, on appelle ça un bimaristan, dans les mondes arabo-musulmans. Dans l'islam, des origines, le défaut, on va dire la folie, parce que je ne vais pas tourner autour du pot, la folie, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on doit soigner. Dans l'Occident médiéval, on va enfermer parce qu'on a peur, mais on ne soigne pas. Ça s'appelle le grand enfermement. Foucault en a fait un livre remarquable. On enferme parce qu'on a peur. Dans l'islam, il est dit que dans ces hôpitaux psychiatriques, le premier hôpital psychiatrique du monde, il a été créé à Bagdad au 7e siècle. Ce sont des endroits, vous allez voir comme c'est d'actualité, où on accueille les hommes et les femmes ensemble, les pauvres et les riches ensemble, et toutes les religions ensemble, parce que ce qui les réunit, c'est d'être défaillants. Et on les soigne, on invente la zoothérapie, la musicothérapie. Il y a des animaux dans ces hôpitaux. Plus tard, à Véroès, à Vicenne, on va faire des traités sur la dépression nerveuse, la mélancolie, etc. Notre approche de la folie, elle est souvent liée à cette particularité des mondes arabo-musulmans qui soignent, qui ont un regard thérapeutique. Donc voilà, éliminer, se moquer, prendre en charge et soulager. C'était les 3 piliers qu'on pouvait imaginer par rapport à cette différence. Et puis vous avez le principe de réalité, l'archéoanthropologue et le funéraire, des sépultures, et comment on fait quand on trouve un squelette différent. Et cas pratique, vous avez ici, on est à la fin du Moyen-Âge, donc on connaît bien les pratiques funéraires, ça, un cas d'école. Au premier plan, vous voyez, vous avez un squelette, regardez son tibia droit, un peu épais par rapport à l'autre. La matière osseuse, elle est un peu déformée, un peu dégradée, elle n'est pas lisse. Tout de suite, quand on fouille, on se dit red flag, drapeau rouge, il se passe quelque chose. Vous voyez sur les photos d'à côté, alors je ne sais pas si j'ai des effets spéciaux. Oui, il y a des effets spéciaux. Vous avez des petites flèches qui vous indiquent des épingles de linceul. Vous voyez, en alliage en bronze. Troublant, à cette époque-là, on n'enterre pas avec un linceul épinglé avec des épingles de suaire. Donc, double interrogation. Quand on fouille un squelette, c'est pas comme le Mikado, hein, on n'enlève pas de ce qui bouge. On laisse tout en place et on a des spécialistes du textile, certes disparus en l'occurrence, mais qui savent, avec la topographie sur le squelette des épingles, restituer des linceuls enveloppants, des bandelettes, etc. Voilà. Donc on fait appel aux spécialistes qui regardent la géographie des épingles. Le paléopathologue va me dire « tu as eu raison de m'appeler », je diagnostique une maladie de Paget. Une maladie de Paget, c'est une maladie pernicieuse. C'est une maladie qui se déclenche plus on vieillit, qui touche plus souvent les hommes. Et on l'apparente un peu à la maladie de la pierre. Vous savez, on a un visage qui devient un peu léonin, les os qui s'épaississent, donc beaucoup moins de souplesse. On doit être aidé pour manger, pour se déplacer. On devient sourd, c'est évolutif. Et c'est visuellement déroutant. On a un visage extrêmement abîmé et dégradé. Le diagnostic est fait, vous avez les faits archéologiques, les données, on en conclut quoi? On a un individu avec une pathologie invalidante et un petit peu effroyable, physiquement, visuellement, et on a un enterrement atypique, unique pour cette période, avec une plus-value financière, du drap, du textile, du métal, du bronze. C'est donc un investissement. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Alors, on connaît, on contextualise toujours. Hein, on a de la bibliographie, on a d'autres sites, etc.
Premièrement, il était tellement laid, il faisait tellement peur qu'on l'a dissimulé dans l'éternité, dans l'attente du jugement dernier. Vous savez, quand les trompettes et que tout le monde va se relever, pas qu'il fasse peur aux autres, donc on l'a dissimulé. On connaît par ailleurs, vous savez, les filles pas bonnes à marier qu'on met au couvent, elles sont souvent dissimulées dans la mort et dans leur cimetière. On peut prendre cette hypothèse, et il y a une autre interprétation, c'est celle de la compensation. On a de nombreuses sociétés qui enterrent les individus lourdement handicapés et qui compensent pour l'au-delà. Une sorte de compensation du handicap avec du dépôt de mobilier particulier, des objets, des animaux, pour que voilà, ça soit plus simple dans un au-delà que je ne connais pas. Là, on connaît un petit peu. Mais l'idée de compensation est à prendre aussi. Parfois, on présente les hypothèses et on est incapable de trancher. On fait des colloques, on se réunit, on est d'accord, pas d'accord. Et puis, il y aura un autre exemple, et puis on se rebat. C'est le propre de la recherche. Il y a des faits, des observations, et après, il y a des propositions et des interprétations. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Voilà. Autre exemple. Alors, ça ne va rien vous dire, Céris-les-Ruelles, mais si je vous dis le parc Disney à Marne-la-Vallée, tout de suite, vous voyez, donc un cadre préventif. C'est là que se trouve mon laboratoire, parce qu'effectivement, il y a le parc, puis il y a toutes les infrastructures. Donc, à chaque fois qu'il y a un centre commercial, une rue, un parking, nous sommes là avec notre ruelle pour fouiller. Une nécropole carolingienne, Charlemagne, incroyable. 1000 individus, le site est fouillé in extenso. Évidemment, vous vous doutez bien que sur 1000 individus, on va avoir un lot important de personnes dites différentes. Alors maintenant, vous avez l'œil avisé, squelette de gauche, une femme âgée, il lui manque quelque chose, double amputation des pieds. Avec, ça moi je le regarde, un cal de calcification, c'est-à-dire quand on coupe l'os frais, il continue, si la personne vit, à produire de l'os et à se boursoufler de façon anarchique. On appelle ça un cal. Moi, je peux dire qu'elle a survécu plusieurs décennies. Alors, on est dans les plaines ingrates de la Brie, un village rude, on a fouillé le village aussi. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'à un moment de sa vie, une jeune femme a eu un accident lourd, peut-être une chute, cheville brisée, gangrène. Elle laisse mourir. Non. On prend la décision de tenter une opération. Donc ça veut dire que déjà on choisit, on décide que sa vie vaut la peine d'être vécue ou qu'on va essayer de la sauver. Donc ça veut dire qu'il y a un sachant, un médecin, un chirurgien, un chaman, un guérisseur, ce que vous voulez, qui se dit j'opère. Je sais, j'ai appris. Donc on m'a transmis. J'ai un plateau technique, elle n'a pas été opérée à la hache, elle n'a pas été opérée à la herminette, il y a un plateau technique, il y a des scies. Bon, il y a du métal là, on sait faire du métal, mais il y a un plateau technique, il y a une pharmacopée. Je vous laisse imaginer, double amputation, il y a une pharmacopée. Ils connaissent très bien les herbes qui font rire, les champignons, beaucoup mieux qu'on ne le fait. Il y a de quoi faire pour soulager la douleur. Là, l'opération chirurgicale réussit. Il faut une convalescence, il faut cautériser, il faut prendre soin de moignons. Elle n'a pas été appareillée. Elle a survécu avec des moignons sans être appareillée, intégrée dans son groupe, dans sa paroisse, dans son village. Sa vie valait la peine d'être vécue et peut-être a-t-elle surveillé le feu, les nouveau-nés en bas âge, mais vraisemblablement, une place lui a été accordée ou laissée dans le groupe puisqu'elle a été inhumée avec les siens au sein de la nécropole. Donc vous voyez, ça fait surgir, on va parler des dents, on va parler de tout ce qu'on veut, de tous ces mots qui sont nos mots actuels, mais qui font surgir des invisibles et une espèce de solidarité probablement familiale, paroissiale, villageoise, qui se met au service de la vulnérabilité, en plus d'une femme, c'est vous dire. Quand on fait de l'archéologie du genre, on prend. Et à droite, vous avez mon nain carolingien, sur le même site. Donc très bien, nain achondroplase, c'est-à-dire le torse standard et les membres un peu raccourcis. Diagnostic est fait, enterré avec les siens. Et souvent, on nous dit, c'est quoi le plus bel objet que vous avez trouvé en archéologie? Alors, parfois, on aime les beaux objets, ce qui brille, etc. Et moi, alors, ça c'est... Voilà, vous voyez cette petite pierre? Si je fouille et que d'un petit coup de truelle,
maladroit ou volontaire, je l'enlève pour avoir accès aux vertèbres, je perds le sens de ce que les proches ont voulu signifier, et en l'occurrence me dire, des siècles après, de leur intention. Vous connaissez l'expression un rire sardonique. C'est le rire du diable, parce que la sardoine est une plante grasse qui pousse dans les cimetières, forcément, la décomposition des corps. Les fossoyeurs, quand ils pratiquent une réduction de corps, parce que la terre sacrée est clôturée par un muret ou des haies, et parfois, la crise du logement, comme on fait aujourd'hui, on relève, on réduit pour mettre quelqu'un d'autre. Ils voient que les squelettes rient. Le diable s'en est emparé. Alors si vous êtes croyant, c'est le diable. Si vous êtes médecin légiste et anthropologue, vous savez que ce sont les articulations temporomandibulaires qui chutent en premier. Vous choisissez. Les deux ne s'excluent pas. Donc, quand vous aimez quelqu'un et que vous allez l'enterrer, vous ne voulez pas que le diable s'en empare. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui mettez une pierre sous le menton. Donc cette pierre-là, qui n'a aucune vocation à aller dans un musée, à faire l'objet de publication, moi, elle me dit tout. Je comprends tout de suite ce que les proches, au moment de cet instantané de l'inhumation et de l'enterrement d'un des leurs, ont voulu me dire, en l'occurrence. Et cette pierre, elle est extrêmement précieuse parce que le sens du geste est compris. Alors évidemment, il faut savoir, connaître la religion, le folklore, etc., etc., travailler dans des univers un peu connus de la chrétienté. Mais en l'occurrence, cette pierre, elle dit que ce nain a été aimé, choyé et enterré avec soin et précaution par des gens qui ne voulaient pas que le diable s'en empare. Et ça, c'est jubilatoire quand on a compris le geste. Alors, je vous ai parlé d'amputation avec des objets, des instruments en métal. Quelle plaisanterie! 4700 ans avant notre ère, amputation. La plus vieille, je vais parler de Guinness de record qu'il ne fallait pas faire, donc je vais le faire. La plus vieille amputation qu'on ait retrouvée à ce jour en France. 4700 ans avant notre ère, c'est le néolithique. On arrête d'être itinérant, on s'installe et puis on cultive, on a des animaux, on élève, on cultive. Bon, c'est le temps des zoonoses aussi, des maladies qui se transmettent d'animal à humain. Et on a une amputation qui nous semble extrêmement lointaine et voire archaïque. On a des amputations qui datent de 100 000 ans avant notre ère par désarticulation des coudes ou des genoux, parce que c'est au plus simple. Celui qui sait débiter un animal, il sait qu'au niveau des articulations, il y a des tendons, 2-3 coups de silex, et ça nous semble heurtant, mais en tout cas, ça sauve des vies. Là, on a un vrai chirurgien avec un silex, je vous laisse imaginer, qui a scié un humérus, donc l'os direct de l'épaule, pour sauver quelqu'un, probablement tombé là aussi, ou un accident. Voilà. Et dans sa tombe, vous voyez de part et d'autre de son crâne, il y a des objets en silex, des grands pics. Mes collègues néolithiciens nous disent c'est totalement atypique. C'est une dotation funéraire, ce qu'on appelle un viatique, hors norme. Donc ce sujet-là, amputé, qui a survécu, est enterré avec des objets hors norme. Donc, soit il avait un statut social important dans sa communauté, que le handicap n'a pas remis en cause et il est enterré avec les insignes de son statut social, soit encore on peut parler de complétude, de compensation, et on a rajouté dans la tombe de quoi être un petit peu plus à l'aise dans un au-delà que pour le coup je ne connais pas. Mais toujours est-il que le statut social est lisible indépendamment d'un handicap assez lourd, parce qu'être amputé d'un avant-bras quand on est agriculteur ou éleveur, c'est quelque chose qui est assez lourd au quotidien. Et puisqu'on est dans la chirurgie, voire même la neurochirurgie, de crâne, trépanation. Trépanation, ça ne fait pas partie des familles de handicap telles qu'on les reconnaît aujourd'hui. Mais pour nous, c'est extrêmement important parce qu'on trépane depuis la nuit des temps et on trépane encore aujourd'hui. Alors on trépane aujourd'hui parce que on va avoir un hématome qui va appuyer, un œdème ou un hématome qui va appuyer sur la petite enveloppe qui protège le cerveau. Ça provoque des migraines, parfois des hémiplégies. Donc on va en bloc opératoire, un petit trépan, on enlève un peu les cheveux et puis on soulage la pression. On sait faire.
Sauf qu'on trépane de la même manière depuis au moins 15 000 ans avant notre ère, attesté par les vestiges ostéologiques. C'est extrêmement troublant parce qu'on imagine bien que la connaissance de ce pourquoi on pratique une perforation dans le crâne, elle n'est pas la même pour ces populations. Donc comme souvent, on se tourne vers l'ethnographie. Et des populations dites premières, en Papouasie, trépanent, parce qu'à l'intérieur, on a des esprits malfaisants qui tambourinent et qu'il faut laisser partir. On peut prendre pour les néolithiques, moi, c'est une explication tout à fait recevable. Je vous laisse imaginer l'opération au silex. Alors là aussi, des silex dédiés, des petits picots, des petits burins, etc. On peut lire sur les orifices en tracéologie, les traces d'outils. Alors ça peut être des petites perforations, et puis on enlève la petite rondelle, par grattage ou par raclage, ça dure des heures, donc champignons, etc., les herbes, voilà. Et pour les néolithiques, où de façon très curieuse, on pratique beaucoup la trépanation, plus de 70% des patients survivent. L'os se calcifie aussi. Dans quel état, je ne sais pas. Mais ils survivent. Ce qui est quand même improbable. Donc ça veut dire que là encore, on refait les sachants, le plateau technique, la pharmacopée, les aidants, etc. On est presque 5000 ans avant notre ère. Donc ça donne une autre idée de ces groupes dont on fait une partition toujours assez sommaire, les éleveurs, les chasseurs, l'agriculture, les dames qui font la poterie et qui s'occupent des enfants. On a une façon assez binaire de voir les choses, même si maintenant il y a un renouveau avec qu'on appelle l'archéologie du genre. Mais en tout cas, surgissent des sachants, surgissent tous ces invisibles, etc. Et le soin de l'autre, forcément. Et, cerise sur le gâteau, vous voyez une vache, un crâne de vache, avec une trépanation. Mes collègues archéozoologues savent distinguer de la même manière avec la tracéologie les traces d'un outil qui a servi à l'abattage d'un animal ou au sacrifice. On n'utilise pas les mêmes outils. C'est ni l'un ni l'autre, c'est une trépanation. Le néolithique trépane les vaches migraineuses. Eh bien non. Vraisemblablement, c'est une expérimentation animale. C'est ce qui a été communément reconnu par la communauté scientifique. On raye, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et si c'était ça, rien ne vient contredire l'idée que un sachant s'est dit, la vache est âgée, devait plus donner beaucoup de lait et de veau. Ils ont testé sur un crâne de vache pour voir, pour faire comme si, avant de s'essayer sur un humain. C'est absolument fabuleux d'avoir cette espèce de chaîne opératoire de l'expérimentation animale à l'intervention de neurochirurgie sur un être humain. Je vous fais voyager et vous avoir le tournis de séquences chronologiques. Alors, moi, j'ai rarement Nazca ou Luxor, j'ai plutôt Bobigny et le 9-3, le préventif. Et donc, une Gauloise, 3 siècles avant notre ère, et là encore, on sait comment sont enterrés les Gaulois, plutôt sur le dos, les membres inférieurs allongés. Ah, souci. Encore, maintenant, quand on trouve un squelette comme ça, en général, on m'appelle parce qu'on dit on a un truc un petit peu particulier, sachant que le Gaulois, le forgeron gaulois, il sait faire épée, il sait faire torque, il sait faire bijoux, il sait faire boucle de ceinture, etc. Mais, vous voyez, sous le crâne, il y a une tige en métal, et sous le bassin, il y en a une autre. Donc là, on s'arrête, et puis on réfléchit, ce qui ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas ailleurs, mais là, on se pose la question de multiplier les prélèvements, d'autant que vous voyez maintenant, vous voyez la surface de l'os, comme elle est dégradée, boursouflée. Le paléopathologue nous dit myosite ossifiante. C'est une maladie, là aussi, redoutable, c'est une paralysie évolutive qui fait que les membres inférieurs se rétractent en direction du torse. C'est extrêmement douloureux et inconfortable. Ça renvoie à la position de Notre-Dame. Et on a les tiges en fer, qui sont représentées au-dessus de l'os, et des prélèvements de sédiments. Là aussi, je vous disais qu'on faisait appel à tout un tas de spécialistes, les palynologues, les carpologues qui s'occupent des graines, etc., nous disent, en étudiant des prélèvements faits sous la colonne vertébrale, au niveau du bassin, sous la tête, qu'il y a de la paille, qu'il y a de l'osier, de la bourre animale, et on peut restituer quelque chose, alors comment on l'appelle, un corset,
une orthèse, avec des éléments métalliques qui devaient lui rendre la position assise plus confortable, peut-être pour la transporter, mais en tout cas quelque chose qui n'est fait que pour elle, pour essayer de soulager son inconfort, et tellement pour elle qu'elle a été enterrée avec. Et dans des sociétés qui recyclent, on n'a pas récupéré le métal pour le refondre et faire autre chose. C'est-à-dire que l'objet fait corps avec elle à tel point qu'il participe de son identité, y compris funéraire. Et pour nous, c'est tant mieux, puisque ça nous permet d'avoir accès à des objets qu'on doit restituer, avec beaucoup d'hésitation vraisemblablement, mais qui nous montrent l'ingéniosité et les savoir-faire. Et encore un exemple assez incroyable, vous allez voir comment on travaille. Maintenant, vous êtes habitués, 2 avant-bras auxquels il manque les mains. On est en Meurthe-et-Moselle, et un homme d'âge mûr, mérovingien, plutôt vers Clovis, là aussi probablement tombé, on appelle ça des amputations liées à des doubles chutes, tombé sur les mains, les poignets qui se sectionnent, gangrène, on ampute. Amputation des 2 mains et survie. Vous voyez les taches vertes qu'il y a sur l'os? Je viens de spoiler. Les taches vertes sur l'os, c'est la réaction chimique au moment de la décomposition des chairs liée au contact du métal qui se corrode. Ça fait une réaction chimique et l'os se teinte en vert. Donc parfois on retrouve l'objet à côté, c'est parfait, mais parfois il y a des pillages, etc. Et si je n'ai que ces ossements-là, je peux dire qu'ils ont été au contact de métal. Au contact d'un des 2 avant-bras, on trouve cette chose, alors, je ne sais pas comment on l'appelle, tige plate bifide. Et vous voyez qu'il y a des empreintes marron. Quand on trouve un objet en fer sur le terrain, il ne ressemble pas du tout à ça. C'est un objet tout boursouflé, tout moche, rouillé. Et les restaurateurs retrouvent le métal d'origine. C'est un travail conséquent. Et les restaurateurs nous disent, quand on a des taches, des passages comme ceci, ça veut dire qu'au moment de la décomposition, il y avait du cuir, réaction chimique. Et donc, deux passages de lanières, vraisemblablement. À côté, on a une boucle typique de l'époque mérovingienne, avec un ardillon, la boucle, etc., typique, et on reconstitue cet objet-là. Et en fait, on a une sorte de prothèse d'avant-bras très rudimentaire, mais qui, au moins à minima, pouvait redonner un tout petit peu d'indépendance, peut-être pour manger, picorer dans une assiette et manger. Vous doutez bien que le forgeron mérovingien, lui, sait faire des épées aussi, etc. Il sait pas, il a inventé, il faut faire un moule. Donc vous voyez, il y a toute une chaîne opératoire avant de fabriquer quelque chose qui soit destiné à la compensation d'une vulnérabilité. Donc ça veut dire qu'un groupe l'a voulu. Et on a une boucle de chaussure et une boucle de ceinture. Genre on a mutualisé, l'un a donné quelque chose qu'il avait. On sent que chacun a donné ce qu'il pouvait pour fabriquer cet objet. Il faut du cuir aussi. Il a disparu, mais il faut du cuir. Et c'est resté dans la tombe. Là encore, dans des sociétés paysannes un peu âpres, on aurait pu récupérer le métal, le refondre, et ça sert à autre chose dans cette espèce de cycle sans fin de fonte et de refonte. Ben non, ça participait tellement de l'intégrité de l'identité de la personne qu'elle a été enterrée avec, et c'est tant mieux pour nous. Et regardez ce pilon, ça nous fait penser à ce que je vous ai montré tout à l'heure, mosaïque et la lettrine. Nous, on ne trouve pas dans nos latitudes des objets en bois de cette qualité-là. Soit il faut être dans le désert du Sahara, soit dans des contrées un peu humides de l'Europe centrale, de l'Azerbaïdjan, etc., comme on peut fouiller certaines tombes richement dotées. Mais là, en Allemagne, j'ai vu ça dans un musée à Herne, dans une petite ville que les Allemands connaissent bien, qui s'appelle Siegen. Au Moyen-Âge, il y a eu une coulée de boue qui a enseveli un village et ses habitants, et que des archéologues fouillent en trouvant des cheminements en bois, des écuelles, des seaux, des échelles, enfin, des choses improbables en matériaux organiques parce que le milieu est resté humide. Et on a ce pilon en bois qui nous donne, en vrai, en données archéologiques, une idée, vous voyez, avec le petit décochement qu'on voyait sur l'iconographie. Nous, dans les tombes, on va retrouver le petit cerclage de métal, vous voyez, qui est au bout.
Alors quand on fouille et qu'on a une section d'amputation, on fait attention dans les 25-30 cm qui suivent pour voir si on n'a pas ce petit cerclage qui est aussi le cerclage du béquillage, et pas seulement des pèlerins, mais des personnes qui se servent de béquilles pour se déplacer, parce que ça évite d'abîmer le bois quand on martèle sur le sol. Donc ce pilon, il est assez atypique, mais tellement révélateur de ce qu'on voit uniquement en iconographie. Alors, travailler sur le handicap, c'est aussi les objets. Donc comme celui-ci, comme l'objet que je vous ai monté en fer, et on peut faire une espèce de typochronologie à mesure qu'il y a des améliorations, des métaux nouveaux, des savoir-faire nouveaux, comme le temps qui passe et qui se déroule. Et à l'autre bout de la chaîne, on va avoir des objets comme celui-ci, qui date du XVIe siècle, qui a été trouvé à Strasbourg. Alors là, on est dans l'aristocratie, un chevalier qui a dû être amputé d'un avant-bras et qui a questionné son fabricant d'armure, un serrurier. On est dans le gratin de l'artisanat et chacun a mis ses savoir-faire au service du déficit d'un chevalier qui pouvait dépenser beaucoup d'argent pour appareiller son avant-bras manquant. Et on s'achemine vers quelque chose qui va être notre quotidien. C'est-à-dire que, vous voyez, sur le poignet, il y a une espèce de petite crémaillère, un petit bouton. Si on appuie, ça articule les doigts dans une idée fonctionnelle. Alors, je ne vous garantis pas qu'en appuyant, on pouvait prendre une bouteille ou un verre avec une grande aisance, comme on peut le faire avec les prothèses actuelles. Mais dans l'idée, on n'est pas que dans l'esthétique, mais aussi dans ce qui va devenir le fonctionnel. Et donc, nous, les objets, orthèses, corsets, béquilles, etc., ils participent aussi de notre quotidien d'archéologue pour documenter les avancées technologiques, les avancées chirurgicales, etc., qui sont mises à disposition de la réparation. Et bien évidemment, on a parlé des médecins, des sachants, des chirurgiens, et on a aussi leurs petits outils, ce qui est absolument passionnant. Alors je vous en ai mis 3 comme ça. Si vous allez au musée de la civilisation gallo-romaine à Lyon, vous verrez la trousse d'un oculiste. Incroyable, les gallo-romains savaient traiter la cataracte, etc., de façon avec des outils incroyables, des cachets d'oculi, des onguents particuliers, des ordonnances particulières. Au musée Carnavalet à Paris, il y a la trousse d'un médecin avec tout son instrumentum. Et je vous ai mis la trousse de chirurgie d'Ambroise Paré, formidable Ambroise Paré, qui a le premier prothésiste de France, qui traitait les militaires, les soldats sur le terrain, amputation 20 minutes chrono, et qui soignait les moignons avec des pommades à base de rose. On cautérisait les moignons au feu auparavant, et lui voulait faire des jolis moignons pour pouvoir les appareiller avec ce qu'il appelait la prothèse des pauvres. Parce que là, entre en jeu quelque chose de particulier, selon que vous soyez riche ou miséreux. On a vu la prothèse du chevalier, on imagine la soldatesque amputée, appareillée avec des pilons en bois. Pour nous, et pour évaluer des sociétés, le handicap, c'est une bonne clé. Ça nous permet de savoir le statut social, etc., etc. Mais comme maintenant, si vous êtes un athlète paralympique de Paris 2024, vous avez des lames en carbone, des fauteuils légers, etc. Si vous êtes rescapé d'un tremblement de terre à Haïti, vous avez Handicap International qui vient avec des bouts de bois, des choses improbables pour vous appareiller. Donc, c'est un super curseur pour lire le soin et lire les avancées technologiques et à qui elles s'adressent. C'est pour ça que je vous ai fait un panorama très angélique, mais pas seulement, de la place des personnes différentes dans les sociétés du passé. À terme, avec le recul qu'on a, on peut affirmer que si vous mangez bien, si le groupe va bien, s'il est en harmonie avec son environnement, je parle pour les temps les plus anciens, ça va bien, y compris pour les petites vies les plus vulnérables, eu égard à la mortalité infantile, etc., etc. Parce que régénérer et prévoir la génération d'après, c'est quelque chose qui tient de la survie. Donc on prend tout le monde. Et si j'enlève tout le monde ici, les lunettes, les prothèses, les implants dentaires, voilà, tout le monde a quelque chose qui ne va pas. Dans les sociétés du passé,
c'est un peu ça aussi. Mais on ne catégorise pas en disant les à lunettes, les sans lunettes, les prothèses de hanche, etc., etc. En revanche, et ça vaut pour le plus lointain, on a maintenant, alors c'était pas gagné avec les préhistoriens, on a ce qu'on appelle des traces d'empathie chez Néandertal, attestées en Espagne. Dans une grotte sépulcrale, des squelettes qui avaient été fouillés dans les années 70, on ne s'intéressait pas du tout à ces sujets-là, ont été revisités avec ces grilles de lecture, avec l'imagerie médicale, etc., où on peut recréer des cerveaux en 3D avec des crânes, etc., où on peut aller dans l'infiniment petit des os. Ils ont identifié une petite fille atteinte de trisomie 21. Elle est morte, elle avait 6 ans. Lourde de trisomie 21, vraisemblablement avec des problèmes de succion à l'allaitement, des problèmes de marche. Donc, les préhistoriens en ont conclu que dans des clans où, dans le groupe, chacun a une tâche bien particulière à faire, c'est âpre, hein. Il a fallu sortir de ces tâches quotidiennes quelqu'un, la maman, pour qu'elle s'occupe exclusivement de ce petit non autonome, au moins pendant elle a vécu 6 ans, le groupe a pris en charge ces tâches. C'est là qu'ils font naître l'altruisme. Et que des préhistoriens spécialistes de Néandertal nous parlent d'altruisme, c'est remarquable. Mais en tout cas, l'altruisme, c'est quelque chose de particulier, c'est je donne sans attendre en échange. Donc ça veut dire qu'un groupe de Néandertaliens, vous savez, celui qu'on décrit comme un gros bourrin, pas trop dégrossi, et ben Néandertal, qu'il faut réhabiliter, pouvait prendre à son compte les tâches d'un congénère qui, lui, était totalement dédié à la vulnérabilité d'un de ses petits. Et ben moi, je dis bravo à maman Néandertal, et c'est riche d'enseignements pour nous. Donc, quand les groupes vont bien, ça va bien pour tout le monde. Mais une guerre, un virus, des invasions, une razzia d'anglais pendant la guerre de 100 ans, etc., les greniers se vident, le plus vulnérable devient une bouche inutile, une bouche encombrante, etc. Et c'est le cycle de la mendicité urbaine, etc., etc. C'est un classique. La lecture d'une société qui va bien peut se faire sur la place des personnes vulnérables. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse penser au Covid, au confinement, voilà, plein de choses. C'est en ce sens que le regard sur les sociétés du passé, ce n'est pas un cours magistral, c'est un éclairage. Est-ce que nos sociétés vont bien ? En tout cas, au moins jusqu'au XVIIIe siècle, globalement, on peut dire qu'on s'arrangeait de la différence. Au XVIIIe siècle, alors c'est paradoxal, va dire en Occident et notamment en France, sur ce qu'on connaît, on a dit, puisqu'on met tout dans des cases, Darwin, etc., on a dit, bon, alors, les aveugles, on va les mettre ensemble et on va leur apprendre le braille, au prétexte de les étudier. Les sourds, on les sort du corps social, on les met ensemble, le langage des signes, l'abbé de l'épée. Et on a fait ça avec tout le monde. Donc on a sorti du groupe social plein de différences. Et ça n'était qu'en empirant. Et puis il y a eu le 19e siècle, l'ère industrielle, où un être humain ne valait que parce qu'il produisait. Alors quand on fait la compète à qui produit en moins de temps possible, etc., ben, nos petites vies à nous, elles commençaient à être sacrément laissées sur le côté. C'est à grands traits, mais c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que ça commence à se corser un peu dans l'exclusion du corps social de ceux qui sont différents et pas rentables. Et ça n'ira qu'en empirant. Je vous laisse imaginer personnes handicapées, le droit du travail, l'RQTH, etc., etc. Donc c'est toujours très très éclairant. Et j'en ai parlé, c'est un curseur social pour regarder avec les appareillages compensatoires, etc., le statut social des individus en situation de handicap. J'utilise les périphrases. J'ai beaucoup parlé de handicap et de pathologie. Je refais un petit retour en arrière pour vous laisser réfléchir. Je vous ai mis les pictogrammes que vous connaissez qui correspondent aux grandes familles du handicap. Parce qu'on sait faire, on s'est dit, nous, quand on va travailler sur le handicap, on connaît les grandes familles. Sauf que, j'en ai parlé un petit peu, les handicaps mentaux, les troubles cognitifs, la surdité, la mutité, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que notre travail
c'est d'exclure tout ce qui n'est pas lisible et de se contenter de faire, je résume à grands traits, un catalogue de bossus, de boiteux, d'amputés, etc. Ça n'a pas de sens. Donc, avant de s'engouffrer dans nos bases de données et de documenter des occurrences en se plaquant sur les familles de handicap, il a fallu que nous, on invente nos familles de handicap, prenant tout ou partie de celles qui sont déjà identifiées, mais en s'interrogeant, pas de façon étymologique, mais c'est quoi le handicap? Alors on a questionné le législateur, on a questionné les définitions de l'Organisation mondiale de la santé, on a questionné les grandes associations. C'est une tannée d'être une personne handicapée, c'est inférieur, c'est excluant, c'est dépendant, etc. Il y a toujours un mot qui revient, c'est empêchement. Quand on est handicapé, on est empêché dans son quotidien. Nous, ce mot, on s'en est emparé et on s'est dit, on ne peut pas avoir quelque chose de linéaire de Néandertal jusqu'à maintenant sur le handicap, mais on va considérer séquence par séquence l'empêchement à un temps donné, en fonction des avancées médicales, chirurgicales, etc., etc. Et on va créer nos propres handicaps. Et je vais vous montrer comment on a travaillé. Donc on a, par exemple, trépanation, qui suscite des hémiplégies, etc. Ça commence au début, ça va jusqu'à maintenant. On a tout le monde sur la ligne de départ, et nos empêchements s'arrêtent au fur et à mesure de la résolution de l'empêchement et donc de la pathologie. Je vais être plus claire. Vous avez l'œil, un sujet, Moyen-Âge, tibia droit, fracture, tibia péroné. Vous voyez? Là. Alors, ça donne ça. On appelle ça des fractures en baïonnette. Ça s'explique tout seul. Quand on a une fracture d'un os ou de deux os mitoyens, les deux os glissent. Et si on ne réduit pas la fracture, c'est-à-dire que si on ne met pas en face les os lésés, en immobilisant avec un plâtre ou une gouttière, l'os va se ressouder de façon anarchique. Dans de grandes douleurs, il va se ressouder, comme ça, et on va avoir une déperdition de 5, 10, 20 cm du membre, supérieur ou inférieur. On va être boiteux, en l'occurrence, quand il s'agit d'un membre inférieur. Donc, empêché dans son quotidien. Donc lui, il est dans ma base de données. C'est-à-dire que dans ma base de données, je vais avoir fracture et double fracture depuis le début jusqu'à l'époque moderne où, dans les traités médicaux, dans les écoles de médecine, on apprend à réduire une fracture et je n'aurai plus ce genre de choses. Et donc forcément, dans double fracture dans ma base de données, j'ai rien de l'époque moderne, etc., etc. Pour preuve, c'est le meilleur moment, la même chose. Un footballeur, Djibril Cissé, tibia péroné. Je ne le mets pas dans ma base de données parce que lui, le chirurgien orthopédique, va réduire sa fracture, l'immobiliser 3 mois, la saison est interrompue, mais il va galoper la saison d'après. Donc c'est pour vous dire qu'on a inventé et mis au point, je vous le montre parce que ça fait toujours plaisir, nos propres familles de handicap qui commencent tout en même temps et qui s'arrêtent à des points différents de notre histoire commune. Et ça nous permet de documenter ce que nous on appelle le handicap dans les sociétés du passé, c'est-à-dire un empêchement. Et voilà qu'on a inventé notre propre archéologie du handicap. Et comme prenant tout ou partie des grandes familles, de temps en temps, je vais avoir un sourd si j'ai un conduit auditif complètement bouché. Je le prends, je ne vais pas dire non, toi tu es sourd, je ne te prends pas. Donc la trisomie 21, quand on fait des analyses au Musée de l'Homme ou à l'Institut Max Planck sur d'autres pathogènes et qu'ils regardent sur le chromosome Y, qu'ils me disent, tu sais, lui, on prend. C'est devenu une vraie réflexion. C'est une réflexion qui est intégrée depuis 3 ans dans le cadre des prescriptions du ministère de la Culture, qui est notre tutelle, et qui oblige les archéologues et les archéologues du funéraire à considérer l'archéologie du handicap dans le traitement des défunts qu'ils étudient. Alors, nous multiplions les bases de données de façon classique. À l'INRAP, on a créé une base de données qui sera ouverte à tous très prochainement. On a quelques milliers de cas et on l'ouvrira pour les étudiants, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose, on a été un petit peu pilote là-dessus, donc avec des
des fiches. Je vous montre ça parce que voilà, ça fait toujours plaisir de montrer qu'on travaille bien, sachant que l'entrée, c'est pas la pathologie, c'est l'individu. Donc je rentre un individu avec son sexe, etc. Le mobilier, sa tombe, son lieu, ses voisins, etc., etc. Et des pathologies, celles que je vous ai montrées. Et si par hasard, comme on a le sens de la mutualisation, et comme on le fait, on travaille par exemple sur la peste, Justinien, 7e siècle, 14e siècle, je rajoute l'occurrence peste, syphilis, etc., puisque mon entrée, c'est l'individu. Et on retrouve les préceptes de l'archéanthropologue qui travaillent sur l'humain et pas sur une pathologie, comme les médecins qui devraient travailler sur le malade et pas sur la maladie. Et donc ça nous permet d'ouvrir au maximum une base de données avec cette entrée spécifique de l'iconographie. Et donc on travaille de façon très scientifique pour nourrir cette discipline avec des labos européens, des équipes qui se montent, des thèses qui se font, et c'est extrêmement gratifiant de voir qu'une petite interrogation d'il y a quinzaine d'années devient un vrai sujet, une vraie interrogation qui nourrit nos propres réflexions. J'espère vous avoir convaincu que les sociétés du passé n'étaient pas que d'infâmes barbares qui se débarrassaient des vulnérables, mais qu'au contraire, il y avait du soin, de la santé. Je ne vous cache pas que quand on est scientifique, il n'est pas désagréable d'utiliser des mots comme compassion, solidarité, ça fait du bien aussi, de s'autoriser ce genre de regard aussi, et de ne pas être que dans la base de données et la typochronologie, et de conclure en ayant 2-3 petites facéties. On s'est autorisé à appareiller l'homme de Vitruve. Comme il avait beaucoup de membres, ça nous permettait de lui mettre beaucoup d'appareillages compensatoires, et puis un petit clin d'œil à Michel-Ange, que vous reconnaissez bien. Et puis l'étape d'après, ce sera les générations qui feront, parce que là, on a réparé, on a soigné, on a réparé, puis maintenant, on va augmenter. Ça s'appelle le transhumanisme, et c'est autre chose, et ce n'est pas de mon ressort. Et je vous remercie beaucoup. J'imagine des questions. Alors, on va bien parler dans le micro, que Olivier puisse enregistrer votre question. Merci. Alors moi, je vous remercie pour votre intervention. Je voulais savoir aussi, alors on parle maintenant des naissances prématurées, donc ça a toujours existé, je suppose, mais bon, il y a beaucoup aussi qui décédaient, donc c'était même pas un sujet au final. Si, peut-être, ouais. Voilà, donc moi aussi ça m'intéresse parce qu'on nous fait croire que à la naissance prématurée, oui, on connaissait pas. On sait bien que les médecins n'avaient pas été formés sur le sujet, et c'est assez choquant quand on connaît soi-même le sujet, donc 20 ans en arrière. Donc moi ça m'interroge justement parce que ma fille a justement des séquelles, et donc moi j'imagine ce qu'elle pourrait emporter justement avec elle. Donc, alors, comment on voit la chose ? La naissance prématurée, quand l'enfant survit avec des séquelles, s'il grandit, qu'il devient adulte, s'il a des séquelles visibles sur les ossements, quels qu'ils soient, je vais les voir, forcément. Mais en revanche, s'il décède de façon prématurée, voire in utero, surtout pas croire qu'on s'en désintéresse. On a toujours déployé, alors moi je travaille aussi sur le deuil périnatal, on a toujours déployé des soins et des rituels funéraires particuliers pour les fœtus et pour les naissances autour du terme. Que ça soit dans le monde antique, on pratique l'ankitrismos, ça veut dire qu'on met le bébé, il n'est pas enterré comme les autres, ni avec les autres, parce que les rituels ne sont pas faits, les rituels d'agrégation au groupe, les rituels de passage. En revanche, on va prendre une céramique, une amphore, ventrue, et le bébé est mis dedans. On coupe l'amphore, retrouver le ventre de la mère, et parfois même, on va mettre des organes, le placenta, qu'on va retrouver fossilisé. Alors, jusqu'à pas longtemps, comme on ne retrouverait pas ces tout petits dans les cimetières habituels, on se disait, ils n'en avaient rien à faire, sauf qu'on va les retrouver sous les maisons, au carrefour, le long des murs. Ils ne quittent pas la sphère domestique. Ça, c'est pour le monde antique. Au Moyen-Âge,
Un petit qui meurt de façon... Je parle de mort prématurée. Ceux qui vivent, on les a. Un peu abîmés, mais on les a. Au Moyen-Âge, on pratique le répit. C'est un truc absolument formidable, c'est-à-dire que vous imaginez la peur de l'enfer. Avant le XIIe siècle, les limbes n'existent pas. Vous mourrez sans baptême, l'enfer. Pour des parents Moyen-Âge, c'est juste improbable. Donc, ils ont inventé quelque chose qui s'appelle le baptême in extremis. On va dans certaines églises, il y en a 2, 3 par diocèse, l'église ferme les yeux, elle sait que ça existe. On pose le bébé sur l'autel et on a les registres paroissiaux qui nous racontent, et l'archéologie qui nous le dit. Moi, j'ai fouillé un sanctuaire à Répit, que des petits fœtus ou des bébés nés autour du terme. On le pose sur l'autel et on prie, on attend. Le souffle de Dieu qui marche toujours. Forcément, vous posez un petit corps sur une surface plane, en 48 heures, il commence à se décomposer, les épaules s'affaissent et l'air qu'il a dans les poumons sort. Donc si vous croyez en Dieu, on le baptise, et il est enterré, et il n'ira pas en enfer. C'est magique, c'est merveilleux de comprendre ça, c'est-à-dire que des parents font tout. C'est une vulnérabilité, la petite enfance et la périnatalité. Ils font tout pour éviter l'enfer aux petits. C'est quelque chose, eu égard à la mortalité infantile, qui est telle qu'au XIIe siècle, alors pas là, parce que ça n'existe pas encore, mais le pape et les évêques se réunissent et disent « on ne va pas envoyer tous les bébés en enfer ». Ils créent les limbes, cette espèce d'entre-deux pour les bébés, pour les petites âmes de nouveau-nés. Les limbes ont été abolies en 2007 par le pape. Tout le monde, tous les petits vont au paradis maintenant, je vous rassure. Et depuis une quinzaine d'années, même pas, un nouveau-né qui est mort à l'hôpital n'est plus un déchet médical, depuis très très peu. Et donc là encore, l'éclairage du passé avec le répit, l'anchitrismos, et je pourrais vous parler de tout, le tout petit, la prématurité, parce que moi je peux estimer si un bébé est né ou pas, en mesurant son fémur, etc. Enfin voilà, il y a tout un tas de... Et ben le soin apporté au fœtus, c'est incroyable. Et il n'y a pas ce que les historiens ont longtemps appelé le dédain de la mortalité. Bon, bah, une mère, elle en perdait un, elle en faisait un l'année d'après. C'est faux. Ça a toujours été un drame et un chagrin pour toute mère que de perdre un enfant. Et, à parté, les femmes n'avaient pas 12 enfants, 15 enfants, etc. Les femmes, certaines, oui, mais elles savaient gérer la contraception, l'allaitement, enfin, toutes ces choses-là. Plus on allaite, plus on retarde le sevrage et moins on a de petits frères, etc. C'est chimique, ça se fait, et elles savaient très bien gérer ce genre de choses. Une autre question ? Oui, bonsoir, merci pour votre brillante intervention. Moi, je voudrais savoir, parmi vos recherches, est-ce que vous avez pu localiser les tortures, exactions, tout ce qu'on voit à travers les guerres? Qu'est-ce qu'on faisait aux vaincus? Alors, je vous parle toujours, moi, des contextes funéraires. Alors, pour l'époque, pour le haut Moyen-Âge, on a des pieds et des mains tranchés. On va retrouver ça. Alors, c'est pas forcément lié à la guerre, mais c'est lié au pénal. C'est très compliqué, alors, d'avoir accès à des champs de bataille ou à des restes de guerriers. On a, par exemple, à Ribemont-sur-Ancre, on a un champ de bataille gaulois. Ils ont des blessures, mais des blessures de guerre. Il n'y a pas de punition, c'est la bataille classique à coups d'épée. On sait lire ce genre de choses, etc. On a davantage la lecture du pénal. Chez les Gaulois, ils sont facétieux, savent trancher aussi, décapiter, décoller. Enfin, il y a tout un tas. Ça, on sait le lire, mais la lecture de la violence guerrière, c'est une discipline très très nouvelle. Je pense à un champ de bataille de l'âge du bronze qui a été trouvé avec des pointes de flèches, etc. Mais c'est la guerre. C'est pas forcément des sévices ou des tortures liées à la guerre. J'ai pas comme ça souvenir. Bon, il y a de blessures ou d'impacts
lié de la torture. Mais alors à la guerre, on peut trouver depuis la vertèbre avec la pointe de flèche en silex, comme il y a à Arles, comme il y a un peu partout, dans le crâne, les coups de Scramasax sur les guerriers mérovingiens. Voilà. Mais sévices et torture, les mains tranchées, pieds tranchés. J'ai 2 exemples en Alsace, voilà. Mais je pense qu'on est plus dans le pénal. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai biaisé un peu. Alors les petits, la violence. Bonsoir et merci. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous faites des ossements? Est-ce que vous les laissez comme c'est sur des fouilles préventives? Est-ce que vous faites vos relevés, vous remplissez et l'autoroute se fait, par exemple? Ou est-ce que vous les mettez dans des endroits particuliers? Alors, tout ça est encadré par des lois très strictes, et d'autant plus strictes quand elles concernent l'être humain. Le squelette humain est un vestige archéologique, mais pas que. On est contraint à des règlements, et heureusement, éthiques, lourds, notamment pour faire des prélèvements, travailler sur l'ADN. Alors, on ne va pas faire Jurassic Park avec nos squelettes humains, mais pourquoi pas un jour? Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, tout est codifié, la poudre d'os qu'on va prendre dans le pétreux pour envoyer, etc., tout est codifié. La règle, la loi en France, c'est que on fouille sur place, on fait tout notre enregistrement, photos, 3D, dessins, tout ce qu'on veut. On démonte un squelette, le terme n'est pas très joli, mais on le prélève et on l'emmène en laboratoire. Nous, dans nos bases, dans nos centres de recherche archéologique de l'INRAP, je parle pour moi, et la loi nous dit qu'on a 2 ans pour rendre un rapport de fouille, c'est-à-dire un document administratif, d'une part, mais avec les analyses, les études scientifiques faites sur le site. On peut avoir des dérogations si c'est plus long, etc. Donc les squelettes sont lavés, traités, recollés, étudiés dans nos centres archéologiques. Voilà, c'est du mobilier archéologique. Lorsque le rapport est rendu à l'État, qui gère tout ça, nous travaillons sous la tutelle de l'État, qui délivre les autorisations de fouille et qui surveille, qui contrôle scientifiquement, avec les DRAC, notre travail. Et au moment où le rapport est rendu à l'État et à l'aménageur, c'est-à-dire Monsieur SNCF, Monsieur Sanofi, Monsieur Vinci, ou un particulier, etc., il reçoit le rapport de fouille, sa quote-part financière est payée. Tous les squelettes sont transportés dans des dépôts de l'État. Donc il existe en France de très nombreux dépôts où tous nos squelettes ne peuvent pas rester sous une ligne TGV. Enfin, voilà. Ils sont entreposés dans des dépôts. Et ils sont accessibles à la recherche. C'est-à-dire que, par exemple, une fouille qui a eu lieu il y a 10 ans, le squelette est dans un dépôt. Si je veux pouvoir faire un prélèvement pour de l'ADN, je fais une demande à la DRAC, des dossiers, et je peux accéder au dépôt pour refaire un prélèvement ou pour refaire des études complémentaires ou pour revoir quelque chose qui n'a pas été finalisé ou pour lancer une publication. Donc, ils sont très correctement et très respectueusement. Tous les anthropologues ont un soin extrême du matériau, j'utilise le terme, qu'ils étudient. Ce ne sont plus des humains, mais ils l'ont été. Donc, on est extrêmement vigilant à la façon dont ils sont conservés et accessibles pour les recherches. Une grande question actuellement se pose sur la présentation des restes humains dans les musées ou dans les expositions. Parfois, nos squelettes peuvent être sollicités pour des expositions. Alors, c'est une question qui est à débattre. J'ai longtemps été pour, je le deviens de moins en moins. C'est vraiment un vrai questionnement. Qu'est-ce qu'on fait des restes? Est-ce qu'on peut les présenter? Est-ce qu'il faut le faire de façon un petit peu... Il y a une exposition actuellement au Musée de l'Homme qui s'appelle Momies. Et donc, il y a 6 momies qui sont dans une pièce à part avec un petit rideau de lin. C'est extrêmement pudique et délicat. Et il y a un message.
Montrer pour montrer, ça n'a pas de sens. Montrer pour dire quelque chose, ça a du sens. Pour le coup, elle est extrêmement bien faite, extrêmement éthique et extrêmement nuancée. On n'est pas obligé d'aller les voir, on ne nous impose pas les momies. Il y a plein de choses sur l'embaumement en Égypte, etc. Et si on le souhaite, on peut aller les voir. Pour le coup, voilà. Mais la règle, c'est des dépôts de l'État, des ostéothèques, si on veut réaccéder pour étudier. Et les squelettes les plus connus, Lucie, etc., sont, ou je sais pas, les grands rois. Vous avez tous entendu parler de la fouille de Notre-Dame. Tous ces gens-là iront dans les dépôts de l'État où ils sont très correctement conservés. C'est la loi en France. Moi, j'ai une question aussi. Merci pour cette conférence qui est super intéressante. Et moi, j'ai 2 questions. La première, tout à l'heure, vous nous avez parlé des traces qu'on pouvait trouver sur des squelettes concernant des amputations, des fractures, en fait des traumatismes physiques ou des maladies. Mais quid des handicaps, genre la surdité, la cécité, etc. Est-ce qu'on peut en dire autant sur la façon dont ces handicaps-là sont traités? Et ma deuxième question, vous avez travaillé, vous, essentiellement sur des fouilles, enfin sur des sujets français et sur des sites français. Est-ce qu'il existe ce genre de recherche dans d'autres sociétés, dans d'autres pays, et est-ce qu'on fait les mêmes constatations sur la manière dont ces personnes-là sont traitées? Alors, pour la première question, j'en ai parlé un tout petit peu. Par exemple, la cécité, je n'aurais jamais accès à la cécité avec les squelettes. En revanche, je vais avoir de l'iconographie, je vais pouvoir travailler sur des textes, les aveugles, etc., mais je ne pourrai pas travailler ostéologiquement. C'est une certitude. La surdité, si la conséquence de la surdité est liée à un problème de conduit auditif, je vais pouvoir voir qu'il y a un souci. Maintenant, de plus en plus, pour tout ce qui est troubles cognitifs, etc., on emmène nos squelettes dans des CHU avec lesquels on travaille, on leur fait passer une imagerie médicale, des scanners, des IRM, etc., pour recréer les cerveaux. Et les spécialistes nous disent qu'ils peuvent avoir des lésions sur les cerveaux recréés. Donc on revisite des pathologies non vues et non diagnostiquées sur des squelettes anciennement fouillés grâce aux prouesses de l'imagerie médicale. C'est assez bluffant. C'est assez incroyable parce que les spécialistes de la zone de Broca, etc., peuvent nous dire « Ah bah oui, là, on a une paralysie, etc. » Enfin, des choses incroyables parce qu'ils travaillent en direct sur de l'imagerie médicale. C'est extrêmement bluffant. Donc, c'est par des biais. Alors, je pense aussi à l'iconographie. On a des manuscrits avec des chiens d'aveugle du Moyen-Âge. On voit des gens qui ont un masque sur les yeux et puis qui sont guidés par des chiens, qui ont des cannes, etc. Donc on n'a que des biais, mais ce ne sera jamais sur le squelette. Quelles que soient les prouesses de l'imagerie médicale, la cécité, la surdité, je n'y aurai jamais accès. Pour tout ce qui est cognitif, on va pouvoir un peu biaiser. Pour tout ce qui est génétique, on y arrive de plus en plus. Et on est dépendant des avancées et des découvertes qui vont de façon incroyable. Et j'ai oublié votre deuxième question. Est-ce qu'il existe ce genre de recherche? Ah oui. Alors, ce qui est assez paradoxal, mais sans l'être, c'est que, alors déjà, dans le monde, tous les pays n'ont pas le luxe et le confort qu'on a de faire de l'archéologie. Il y a des pays qui ont déjà à se nourrir et pour lesquels l'archéologie est en bout de chaîne dans les préoccupations du quotidien. Et on ne pratique plus cette archéologie des campagnes d'Égypte. Enfin, on va fouiller à l'étranger, mais on n'a plus cette espèce de « j'ai envie d'aller fouiller en Namibie, j'ai envie d'aller fouiller en Australie », etc. C'est beaucoup plus complexe d'aller fouiller à l'étranger. Et qui plus est, quand des pays pratiquent une archéologie conséquente avec des chercheurs, des universités, traiter le handicap est curieusement adossé à la façon dont les pays actuels, les sociétés actuelles considèrent le handicap. Quand, par exemple, en Afrique subsaharienne, c'est encore un tabou, je n'ai rien en bibliographie. On ne le fait pas. En revanche, je vous parlais des mots Chica tout à l'heure, l'Amérique du Sud a une tradition
que ce soit les Mochica ou d'autres peuples, les Mayas, les Incas, un rapport à la différence, et on a de brillantes études, des brillants collègues, des colloques, etc., des échanges qui se font avec ces chercheurs-là. L'Europe est plutôt bien dotée. J'avoue qu'en France, on a été assez précurseur dans l'organisation d'une recherche. Ailleurs, on a des cas ponctuels, mais de plus en plus, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, on a des vrais groupes de recherche avec lesquels on est en lien, auxquels on a donné notre système de base de données. Ça ne sert à rien de réinventer l'eau tiède de chacun dans son coin. Ils traduisent en anglais. Enfin, voilà, et on a des échanges assez passionnants avec un point de regroupement qui est le Moyen-Âge chrétien occidental où les comportements sont les mêmes. Et auparavant, il y a des petites discordances. Mais je ne vous cache pas que c'est une discipline qui a 15 ans à peine. Donc, on pose beaucoup de questions. Les Égyptiens, les chercheurs égyptiens sont très attentifs à ça parce que forcément, maintenant qu'ils ont découvert que leurs ancêtres étaient inclusifs, Sénèbe a sa place dans les musées, etc. Moi, j'étais dans un jury de thèse d'une collègue qui a travaillé sur l'altérité en Égypte. C'est très prégnant. C'est inégal, mais ça foisonne. Faut qu'on plie plus tôt que prévu ce soir. Merci. Oui, alors au sujet, vous avez évoqué ça au début sur les sociétés avec des incinérations. Est-ce que on a peut-être des exemples quand même d'indices qu'on peut avoir dans des cas d'incinération, des textures d'os, ou alors c'est vraiment très très compliqué d'avoir des informations? Alors, l'incinération actuelle, dans les crématoriums actuels, on vous donne de la poudre. Alors, ce n'est pas des cendres. C'est-à-dire que quand on monte à la température de plus de 1000 degrés un os, il se vitrifie. Vous imaginez bien que dans un crématorium, on ne va pas vous rendre des vertèbres de votre proche. Donc on pile, c'est ça qu'on appelle les cendres. Dans les sociétés du passé, cette étape-là n'existe pas. Donc heureusement, dans des urnes, alors les populations crématistes, on a toute la fin de l'âge du bronze, un petit peu avant de façon ponctuelle, un petit peu chez les Gaulois à la fin, beaucoup au Haut-Empire chez les Romains, puis après ça se tasse avec le christianisme qui pousse les hauts cris. Dans nos urnes funéraires ou dans les fosses en pleine terre, comme on dit, on va retrouver des fragments d'os qui vont nous permettre, mais alors de façon homéopathique, déjà de savoir si on a un homme ou une femme. Quand les critères sont conservés, vous imaginez les tamis qu'il faut pour avoir, de façon un peu vitrifiée, la bonne échancrure du bassin qui va permettre de dire... Alors, donc il y a des filtres. Donc globalement, le feu détruit 80% des critères qui me permettent déjà de travailler sur une anatomie standard. Donc je peux avoir une fois la chance de me dire un bout de fracture, mais ça ne fait pas sens pour le groupe. Donc on le note, mais on ne peut pas travailler sur la lecture dans ces sociétés-là. Quand on a affaire à des crémations, on laisse tomber la partie biologique parce que c'est des heures et des heures de puzzle pour pas grand-chose. On travaille sur les gestes et le culturel davantage. Et tant pis si je ne peux pas restituer un profil démographique. Je m'incline devant le rituel qui a voulu qu'on oblitère la partie de décomposition pour aller directement... sans la partie décomposition des chairs, etc. Mais je n'ai, pour en avoir étudié pas mal, je me suis jamais extasiée en me disant ça y est, j'ai un abîmé dans un... C'est déjà redoutablement parce qu'ils ne ramassent pas tout sur le bûcher, etc. Il y a tout un tas de filtres qui font que autant renoncer pour ces populations qui incinèrent. Merci. On va libérer l'amphi, puisque notre gardienne a un empêchement ce soir. En tout cas, merci Valérie. Voilà, j'espère que vous allez bien dormir avec tout ça.